Bonjour, je m'appelle Hervé Brun, je suis président de l'association Vive la Lannion. Je vous présente le film Portrait d'Alagnon. Ils arpentent ce cours d'eau depuis des années, que ce soit pour améliorer la qualité de l'eau ou encore pour assouvir une passion ou par simple plaisir. Vous allez les découvrir, vous allez découvrir la Lannion comme vous ne l'avez jamais vu. Ils ont tous un point commun, ils sont fous de la Lannion. Je m'appelle Georges, j'habite au bord de la Lannion et je connais la rivière depuis, disons, une cinquantaine d'années. Eh bien, je me rappelle que jusque dans les années 60-70, on pouvait encore se permettre d'aller se baigner dans la Lannion. On allait notamment au gouffre de Plumette. Avec nos petits-enfants, on avait l'habitude, l'après-midi, de descendre sur des bouées sur la Lannion, jusqu'au barrage du Moulin Grand. Et même, je me rappelle aussi, au confluent de la Lannion et de l'Arcueil, sur une petite plage de sable qui se formait chaque année, nos petits-enfants pouvaient se permettre de faire des petits jeux de canaux de dérivation. Maintenant, ce serait vraiment dangereux de prévoir de telles activités. Guillaume Ponsonnaille, j'ai été directeur du syndicat interdépartemental de gestion de l'Alagnon pendant près de 20 ans. Donc la rivière Alagnon, elle naît dans les monts du Cantal, au-dessus de la station du Lioran. Elle parcourt à peu près 85 km, les 2 tiers dans le Cantal, un petit bout en Haute-Loire, et puis finit sa course pour rejoindre l'Allier dans le département du Puy-de-Dôme, au Saut du Loup. Voilà, son bassin versant rassemble plusieurs unités géographiques. Les monts du Cantal évidemment, la plaine alluviale sur la partie terminale, mais entre les deux on retrouve plusieurs unités paysagères assez typiques d'Auvergne. Une partie au sud sur la Margeride, une partie au nord sur les monts du Césalier. Et toute la partie traversante avec l'axe Alagnon, on retrouve vraiment la vallée de l'Alagnon qui est dans une zone encaissée au milieu des schistes avec les plateaux basaltiques au-dessus. Je m'appelle François Levé. J'ai 58 ans, originaire de Massiac, et je pêche à l'Agnon depuis l'âge de 12 ans. Vers de terreau essentiellement. Alors ça peut être vers de terreau, sauterelle, petite bête quand c'est le moment, parce que la petite bête, enfin la patraque, ce qu'on appelle la petite bête, nous c'est la patraque. Mais ça, c'est essentiellement au mois de mai. Après, on passe au porte-bois, bien souvent. Mais l'appât qui est, on va dire, qui passe toute l'année, été comme hiver, enfin été comme automne, comme printemps, c'est le ver de terreau. Alors les crues de la Lannion, c'est vraiment terrible. Je crois que la dernière, c'était 2003. Mais la plus puissante, c'était 1964. On dit qu'on a des crues centenaires. Mais l'eau de la Lannion, quand elle monte, elle submerge toutes ces prairies ici, là, tous ces champs. Et la vanne, on ne la voit pas. L'eau passe à peu près à 1 mètre au-dessus. Au-dessus du Moulin Grand, se formait une couche de glace qui remontait jusqu'à notre propriété. Et c'était assez sensationnel. Quand la débâcle se produisait, on entendait un choc des glaces. C'est bien qu'on se demandait ce qui pouvait arriver. Alors, je m'appelle Anselme Boissonnet, je suis le président de la PPMA de Murat depuis maintenant 3 ans, on va dire. C'est d'assurer le loisir pêche dans le secteur qui nous est attribué. Voilà, essayer d'améliorer les choses, je sais pas moi, voir si les filières détruites sont convenables, faire des travaux pour assurer la continuité de l'eau, des choses comme ça. La piscine, on va bosser justement là-dessus. C'est vraiment travailler sur la rivière qui m'intéresse, ce qui me motive à être aujourd'hui président. On est la police, donc 80% du job dans la VPMA, c'est de gérer des soucis, beaucoup de pollution et d'incivilité, des choses comme ça. Alors c'est l'Alagnon, donc de la source, jusqu'à après le pont du Vernet, là, aux alentours de pont de Joursac en fait, avec une partie, la fin de la Lanche aussi, et tous ces affluents après entre ce linéaire. Voilà.
Oui, donc Mathilde Gibaud, je travaille au SIGAL, donc le syndicat de gestion de la Lannion, et je suis animatrice agro-environnement. Donc moi, en tant qu'animatrice agro-environnement, je travaille en lien avec les agriculteurs et tous les acteurs du monde agricole pour contribuer à l'amélioration de la qualité de l'eau, donc soit au maintien de pratiques favorables à l'environnement et au milieu aquatique, soit justement essayer de faire changer des pratiques pour améliorer leur impact sur l'environnement. Donc le SIGAL, c'est un syndicat d'intercommunalités qui sont présentes sur le bassin versant de la Lannion, et son rôle, c'est de contribuer à la préservation des milieux naturels, des milieux aquatiques et à l'amélioration de la qualité de l'eau, donc sur tout le bassin versant de la Lannion. Alors la réalisation dont je serais le plus fier, elle serait peut-être de deux natures. La première, c'est un petit peu vraiment sur le fond, ça a été la capacité à rassembler différents acteurs, puisqu'on est sur 3 départements, à l'époque 10 communautés de communes, beaucoup d'acteurs autour de l'eau, des DDT, des DREAL, tous les services déconcentrés de l'État, les associations, etc. Et ça, on a su le réunir pour discuter. Donc ça, c'est déjà une première victoire en soi. Mais en termes de résultats très très concrets, j'ai une affection particulière pour l'arasement du seuil de Stalapo à Murat, puisqu'on a multiplié par 6 les zones de frayère à truite sur ce secteur-là, et on a pu démontrer que même localement, la continuité écologique, c'était important pour les espèces locales, sans encore aller chercher les enjeux comme le saumon, mais même pour la truite et l'ombre, la continuité écologique, ça compte. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, il y a la tension du fil, et tout de suite, hop, comme c'est une canne ultra légère, on sent tout de suite ce qu'on fait, le toc-toc, quoi. En fait, la pêche au toc, c'est parce que la truite a fait toc-toc dans la canne, en fait. Ça. Alors après, on sait si c'est un petit poisson, si c'est un gros poisson. Bien souvent, le toc n'est pas le même. Très joli verron de la Lannion. Au toc, on ne prend pas que des truites. On prend aussi des jolis goujons de la rivière. Allez, pépère, hop. Alors là, une très jolie truite à l'agneau. Pollution, ça c'est un problème récurrent, mais de toute façon sur l'ensemble du département et puis surtout du pays et bien plus encore. Donc ça c'est un problème majeur. Après on est aussi en première ligne pour constater constater le manque la chaleur qui augmente d'année en année. Les manques d'eau, ça c'est clair. C'est vraiment quelque chose que nous on voit et on constate. Donc voilà les problèmes un petit peu, et ces 2 problèmes liés sont dramatiques parce qu'avant on pouvait polluer entre guillemets parce qu'il y avait de l'eau et donc c'était dilué et masqué. Aujourd'hui on ne peut plus quoi. Alors moi je suis très déçu par la qualité de l'eau qui se détériore chaque année. Moi ce que je ne comprends pas, c'est que les services qui s'occupent de la gestion de la rivière se soient préoccupés pendant une dizaine d'années de la continuité du passage de l'eau au point d'ennuyer les riverains à ce niveau-là pour faciliter la remontée du saumon, alors que l'eau se détériore chaque année et on a l'impression que rien n'a été fait pour assurer que la qualité de l'eau puisse s'améliorer. Alors je ne sais pas qui est-ce qui est en cause, peut-être les agriculteurs, mais je pense qu'il y a beaucoup de communes qui ne sont certainement pas, je dirais, au point en ce qui concerne leur assainissement. Et c'est peut-être là qu'on pourrait commencer à voir le problème avant d'ennuyer, je dirais, tous les particuliers. Alors avec les élus, si je puis me permettre, et avec mon expérience, évidemment, sur certains sujets, on a du mal à savoir par quel bout le prendre, mais il y en a un sur lequel ils maîtrisent tout presque. C'est par exemple celui de l'assainissement collectif et de l'assainissement de manière générale. Là, en l'occurrence, les élus locaux possèdent tout. Ils ont les infrastructures, ils sont pleinement compétents au sens administratif, c'est-à-dire que la loi leur dit c'est vous qui devez vous occuper de ce sujet-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc là, peut-être qu'on aurait pu être meilleur collectivement pour leur trouver des leviers, déjà les convaincre, et leur trouver les leviers techniques et financiers, d'avoir un très haut niveau d'exigence sur les performances épuratoires des stations d'épuration.
On ne peut pas se contenter sur des cours d'eau comme l'Alagnon avec des espèces qu'on cite souvent comme l'écrevisse, comme l'ombre commun, la truite fario, le saumon. Il faut être encore plus difficile dans l'atteinte des performances épuratoires. Et donc tout ça, ça nécessite évidemment des moyens financiers pour les investissements, puis des moyens financiers aussi pour l'accompagnement et l'entretien de ces stations. Il y a des leviers financiers qu'on connaît qui sont identifiés, les financements de l'État, de l'Agence de l'eau par exemple. Il y en aurait d'autres, c'est une ingénierie financière, il faut des gens qui sont capables de monter ces dossiers-là. On a peu fait de fonds européens sur ces sujets-là, il y en a probablement d'autres. Mais il faut être aussi capable d'expliquer à l'échelle locale le gros du financement, notamment dans le fonctionnement et pas l'investissement sur les systèmes épuratoires, c'est la facture d'eau. Et ça, les élus, et je les comprends, j'ai fait deux mandats d'élus, c'est toujours sensible d'aller parler augmentation de l'eau, d'expliquer pourquoi on paye de l'eau à ce prix-là, etc. Donc ça, si la population avait conscience qu'en payant le prix de l'eau, un prix juste, très directement, et puis là, l'effet est très direct, il y a une meilleure efficacité de son épuration de l'eau, et donc une rivière qui se porte mieux, ça demande beaucoup de pédagogie, de persuasion de la population locale qui saura le dire à ses élus. Bonjour, je m'appelle Arthur, pêcheur de l'Alagnon. Donc une canne à mouche classique avec les deux petites nymphes. Il y en a une il y en a généralement toujours une un peu plus plombée pour aller au fond de l'eau. Et la deuxième qui reste entre deux eaux. Donc ça nage au fond de l'eau. Okay. On a essayé de mettre en place une fenêtre de capture, c'est-à-dire qu'on change, on n'a plus une maille minimale comme on a là aujourd'hui au niveau national, c'est-à-dire qu'on a une fenêtre. Donc, chez nous c'est 23, on est obligé encore d'assurer la limite nationale, donc 23 jusqu'à 28, et entre ces deux tailles on peut prélever un poisson. En dessous 23 on relâche, au-dessus de 28 on relâche. Voilà. Ça permet de prélever uniquement les poissons qui sont représentés en plus grand nombre dans la rivière. Donc, du coup l'impact du prélèvement est moindre, et surtout ça aide aussi du coup à faire proliférer les petites et à garder les gros sujets qui sont très importants, les gros sujets, parce que c'est les meilleurs géniteurs en fait dans la rivière. Je me souviens très bien de la création de l'association Vive l'Alagnon en 2006. Moi c'est un sentiment de satisfaction parce que moi dès lors que la population prenne conscience des enjeux, c'est déjà bien, mais c'est pas toujours facile à matérialiser. Quand on voit que ça se structure dans une association, ça fait plaisir, parce que ça veut dire que j'ai reçu le message, j'ai compris, mais j'ai envie de prendre le bâton de pèlerin, j'ai envie d'œuvrer là-dedans, j'ai envie de travailler à vos côtés. Une association, ça n'a pas la même démarche qu'une structure politique, ça a d'autres avantages, donc ça permet d'avoir ça a d'autres oreilles aussi dans son public. Donc nous on y était, enfin moi en tout cas j'étais extrêmement favorable, j'avais même appuyé personnellement auprès de l'administration pour que l'association siège à la clé du Sage Alagnon, qui est un des petits parlements de l'eau, pour le caricaturer et faire simple. Et donc sur le volet agricole, on mène des différents programmes d'aide aux agriculteurs s'ils respectent des bonnes pratiques environnementales, et pour rémunérer en fait les services environnementaux que les fermes rendent sur le bassin versant de l'Alagnon. Et puis après il y a différentes actions d'animation sur le long terme, sur plusieurs années, sur tout ce qui est la préservation, la valorisation des prairies naturelles, les techniques culturales favorables à la qualité des sols, à la qualité de l'eau, comme le semis simplifié, le désherbage mécanique par exemple, et puis tout ce qui est les actions de valorisation, d'amélioration du pâturage en zone humide pour préserver la fonctionnalité des zones humides tout en maintenant l'élevage dans ces zones-là. Alors, les pollutions diffuses, elles sont de différentes natures. On va penser à l'agricole. Sur le bassin de l'Alagnon, ça reste l'activité la plus importante, y compris d'un point de vue économique et social, et ça compte beaucoup.
La difficulté, c'est qu'on en prend conscience localement, on développe des outils locaux, mais les outils qui portent le plus, qui auraient l'effet braquet le plus important sur les pollutions diffuses, ils ne sont pas à l'échelle locale. J'ai tout souvent coutume de dire, tout le monde regarde le cigale par exemple pour se dire tiens, ça ne bouge pas beaucoup sur tel ou tel sujet, mais le cigale a beau s'époumoner, il a des difficultés à faire bouger les choses parce qu'à côté, et par exemple, il y en aurait d'autres, si la PAC, la politique agricole commune, bouge ne serait-ce que d'un tout petit iota son orientation, les modifications sur le terrain sont énormes. Donc il y a des outils structurants qui sont supra-territoriaux, qui dépassent l'enjeu seul de l'Alagnon, et ça c'est très difficile à faire bouger, d'où l'intérêt de travailler avec les acteurs, les parlementaires par exemple, et les politiques de l'échelle nationale et internationale. Oui, donc sur les actions de protection de berges, c'est donc plutôt mon collègue technicien rivière qui est en lien là, avec les agriculteurs sur cette partie-là, pour essayer de mettre en défense les berges des différents cours d'eau qu'on a sur le bassin versant de l'Alagnon et d'aménager des points d'abreuvement, des points de franchissement pour le bétail, donc pour permettre toujours le pâturage sur ces parcelles tout en préservant les berges. Ah oui, il est beau, ouais. Un nombre. Un nymphe, il aime bien les toutes petites nymphes généralement. C'est un salmonidé, on voit les petits points noirs. Donc voilà. C'est une rivière cool, il y a des beaux poissons, des super beaux poissons, et puis pas grand monde, pas trop pollué par rapport à certaines autres rivières, et ça reste assez sauvage. L'ombre commun qui se trouve sur l'Alagnon, qui lui pour le coup a subi une étude là, durant plusieurs années et qui a révélé qu'il y avait une génétique vraiment dédiée à l'Alagnon, enfin c'est un Alagnon plus allié en fait, et là on a vraiment une souche locale et vraiment qu'on trouve qu'ici quoi. Non, je sais pas, après derrière c'est de travailler plus avec tout le monde pour ne pas polluer les rivières, c'est tout ça. L'ombre n'est pas partout déjà, et ici il y a quand même de belles cris de fario qui n'existent pas non plus dans d'autres rivières. Alors par exemple, un monsieur qui m'a beaucoup appris, c'est monsieur Taïni. Je le suivais, c'est lui qui m'a appris à pêcher à la petite bête parce que ça c'est pas facile. Déjà il faut savoir les attraper dans les courants, les mettre dans des boîtes qui vont bien pour les conserver. Et puis après, c'est une pêche qu'il faut un petit peu maîtriser parce que c'est pas évident. Il faut pêcher vraiment dans les courants, détecter la touche qui est pas facile à détecter. Et c'est vrai que c'est une maîtrise. Après, il y a monsieur Mourer aussi qui pêchait, lui. Alors lui, il pêchait beaucoup la petite bête et la mouche noyée. Bon. Alors à l'époque, pour les appâts, il n'y avait pas des magasins de pêche où on avait les appâts comme aujourd'hui dans des boîtes où c'était hyper simple. Et je me rappelle avoir suivi un d'eux et il me disait on va chercher des vers dans les prés. Ah bon, d'accord. Et puis en fait, soit il tapait avec les pieds, soit il prenait un bâton, il l'enfonçait dans le sol, il faisait des mouvements circulaires et on ramassait les vers qui sortaient comme ça, comme par magie. C'était assez marrant, quoi. Alors, je ne sais pas si c'était mieux avant. Je pense que oui, c'était mieux avant dans le sens où on n'avait pas les problèmes d'étiage qu'on a aujourd'hui. On avait un débit de rivière qui était quand même plus soutenu il y a une trentaine d'années, ça c'est indéniable. Peut-être une pollution moindre, ça c'est certain aussi, parce que on voit bien qu'aujourd'hui la pollution elle est partout malheureusement. Mais le problème du manque d'eau est criant. Ça c'est partout. Moi je pêche aussi beaucoup de rivières du sud de France. Où malheureusement aujourd'hui c'est quasiment devenu impêchable.
parce qu'il n'y a plus d'eau à partir du mois de juin. Et bon, la Lannion, encore, on a de la chance d'avoir tout le temps un petit peu d'eau, mais c'est vrai que l'étiage est de plus en plus marqué. D'année en année, c'est vrai. On le voit sur les affluents d'ailleurs. À l'époque, on pouvait pêcher les affluents à l'Agnonnette, Arcueil, quasiment toute l'année. Maintenant, c'est plus le cas. On a passé certains seuils qui fait que certaines espèces très emblématiques sur le cours d'eau disparaissent ou souffrent. L'écrevisse à pied blanc est à l'état hydraulique. Les populations de truites et d'ombres montent sur la rivière Lagnon parce qu'elles vont chercher une meilleure qualité et plus de fraîcheur. Mais sur la partie basse, c'est un petit peu compliqué. Donc ça va être l'enjeu, c'est déjà l'enjeu d'aujourd'hui, mais ça va être l'enjeu de demain, puisqu'avec le réchauffement climatique, quand on a moins d'eau, mais qu'on amène encore des nutriments au cours d'eau, on se retrouve avec des concentrations plus importantes et donc un impact plus fort sur les espèces et les usages. Moi j'ai coutume de dire qu'on ne travaille pas que pour la loutre et pour le saumon, on travaille pour l'homme avant tout. Et la rivière à Lagnon, elle répond à beaucoup d'usages. L'agriculture, l'industrie, l'eau potable, etc. etc. Mais c'est en passant par les indicateurs espèces qu'on se rend compte qu'on est de plus en plus fragile. Et si on veut sauver ces usages, il faut être capable de sauver l'écosystème en entier. Alors les zones humides, donc ce sont des zones qui sont immergées en eau, soit partiellement au cours de l'année, soit totalement. Et donc là où le sol est saturé en eau et on retrouve une végétation bien spécifique avec donc des plantes adaptées à ces conditions, d'immersion. Et elles sont très importantes pour le cycle de l'eau. On en a beaucoup sur les têtes de bassin versant, donc en haut de plateau, en amont des cours d'eau. Et leur rôle est crucial puisqu'elles ont en fait un rôle de tampon dans le cycle de l'eau. Elles stockent l'eau naturellement dans les sols quand il pleut. Et puis elles les relarguent petit à petit dans les cours d'eau. Donc voilà, lors de conditions plus sèches, ce qui permet en fait de maintenir un débit dans les cours d'eau régulier au cours de l'année. Alors on peut voir la rivière à Lagnon de deux façons. En fait, on pourrait dire qu'il y a deux modèles. Il y a un premier modèle où on aurait une rivière purement minérale, c'est-à-dire avec de l'eau, des roches, sans vie, puisque on pourrait accepter que cette rivière coule de façon intermittente. Et on pourrait donc prélever l'eau pour les usages à volonté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Et puis bien sûr, c'est un modèle où finalement il n'y aurait plus de vie aquatique, puisque l'eau s'arrêterait de couler et on perdrait toute cette biodiversité présente depuis des millénaires. Et puis à l'inverse, on a un deuxième modèle, c'est un modèle d'une rivière vivante, où finalement on est conscient que dans cette rivière on a des espèces patrimoniales d'une valeur inestimable. Et donc pour ce faire, on ferait un usage raisonné de l'eau, en prélevant ce que l'on a besoin, tout en maintenant dans les périodes critiques une lame d'eau suffisante pour assurer la vie aquatique, en respectant une certaine qualité, des quantités bien sûr comme on l'a dit, et des températures de l'eau qui seraient adaptées à la vie aquatique. Vous avez compris que l'association Vive la Lagnon défendait ce modèle. Alors défendre ce modèle, c'est pas être écolo finalement, mais c'est être responsable. Parce que si on veut envisager les choses d'une façon un peu philosophique, finalement on a un rôle de transmission. Et aujourd'hui on a la responsabilité de transmettre des rivières vivantes pour le monde de demain. Et sur cette rivière-là, vous allez y trouver de la truite, vous allez y trouver du saumon, vous allez y trouver de l'ombre commun. Dans les petits tributaires, vous allez y trouver de l'écrevisse. C'est un bassin versant sur lequel vous avez du cerf élaphe, du mouflon, du chamois, enfin de la loutre. On aurait pu parler des oiseaux aussi, avec plus d'une vingtaine d'espèces de rapaces magnifiques. Quand on met tout ça sur une carte postale, j'ai envie de dire comment on n'est pas tous derrière pour le défendre. Voilà. Je pense que si on prend les mesures nécessaires pour voir d'où vient cette pollution, je pense qu'on peut retrouver une qualité d'eau aussi bonne qu'on l'avait dans les années antérieures à 1960. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose par rapport à la Lagnon? Non, pas spécialement. Non. Pas vraiment, non. Ah ouais, c'est pas vrai, je sais pas, non, mais
Ouais, dis donc. Moi j'ai envie qu'il y ait des gamins dans l'eau tout le temps. Parce que quand les gamins sont dans l'eau à 4, 5, 6, jusqu'à la dizaine d'années, ils soulèvent des pierres, ils attrapent des petites bêtes, ils essaient de braconner une truite. Derrière, quand ils grandissent, ils ont toujours ça au fond du cœur. Et ils sont sensibles à tout ce qui peut se passer sur la rivière. Ils la voient différemment et je pense que dans l'eau, ils ont envie de se battre. Et ils ont tout le temps ce lien charnel qui reste encore. Et moi, c'est ce que j'ai depuis que je suis tout petit, en vivant vraiment les pieds dans l'eau sur cette rivière et sur ses affluents.